sur ces 20 dernières années, j'ai eu l'occasion de manager des centaines de personnes en marketing stratégique, en marketing opérationnel, dans 4 boîtes différentes, B2B et assez internationales. Celui qui vient nous rejoindre sur scène maintenant, c'est tout simplement le marketeur le plus fort avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler. En plus, il est hyper humble et hyper sympa. Il est Product Marketing Director chez Doctolib et il a mis la co-conception par la communauté vraiment au cœur de la démarche produit chez Doctolib. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas. Merci beaucoup, Elie. Je ne m'attendais pas à ce genre d'intro. Je vous rassure, je suis loin d'être aussi bon qu'il le prétend. Merci de m'avoir invité. Trop sympa. Je suis trop content de parler de Doctolib et de notre communauté. En 2 mots, qui suis-je ? Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 31 ans et j'ai rejoint Doctolib il y a 6 ans maintenant, quasiment au tout début. Donc, j'ai pu voir la boîte grossir. Mon seul regret, c'est qu'on s'est mis sur la communauté qu'il y a 1 an et demi. Donc, si j'avais su, on l'aurait commencé bien plus tôt. Mais vous allez voir que dans l'histoire, la communauté, elle était là depuis le jour 1. Qu'est-ce que je fais chez Doctolib ? Je suis en charge du succès des différents produits qu'on a. Le produit le plus connu, c'est la prise de rendez-vous sur Internet. Il y en a d'autres, comme la vidéoconsultation, faire une sorte de Skype, comme on disait à l'époque, avec les praticiens. Et on en a lancé 2 autres récemment. C'est des produits qui sont purement B2B, donc vous ne savez pas trop ce que c'est, mais un logiciel pour les médecins et aussi une messagerie pour les médecins. Du coup, comment est-ce qu'on a commencé à parler de communauté chez Doctolib ? Alors déjà, d'abord, le premier truc, c'est que c'est d'abord un élément de langage. Soit vous dites et vous parlez de vos clients, soit vous parlez de votre communauté. Et en fait, dans l'état d'esprit, ça change tout. Parce que si vous dites, voilà, il y a 200 000 utilisateurs dans ma communauté, c'est pas la même chose que de dire, nous avons 200 000 clients. Et en fait, les considérer comme une communauté, considérer que c'est des utilisateurs qui appartiennent au même groupe, c'est-à-dire des utilisateurs de votre produit, l'état d'esprit est complètement différent. C'est pour ça que quand on va voir un médecin qui n'est pas encore client de chez Doctolib, on va lui dire est-ce que ça ne vous plairait pas de rejoindre notre communauté ? Donc c'est un état d'esprit complètement différent. Du coup, en partant de ce constat-là, on s'est dit c'est bien de dire qu'on a une communauté, mais dans les faits, comment est-ce qu'on peut concrétiser ça ? Et donc ce qu'on a fait, il y a 1 an et demi, c'est qu'on a lancé une plateforme. En quelques mots, il y a des sections, il y a des posts, et notre but, c'est de faire grossir cette plateforme et faire en sorte qu'on en retire pas mal de choses, vous allez voir. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? En fait, c'est simple. Un jour, on s'est dit, on va refaire notre application mobile. On avait des insights dans tous les sens, et on s'est dit, ça serait quand même intéressant de faire participer nos clients. Et comme on n'avait pas d'outils particuliers, on a invité 500 clients à nous rejoindre sur Slack. Donc, il faut imaginer quand même qu'on parle de médecins qui ont en moyenne 55 ans, très loin d'être aussi technophiles que la plupart d'entre vous. On leur a dit, clique sur ce lien, connecte-toi sur Slack, et il y en a vraiment 500 qui se sont connectés. On avait bien pitché le truc, vous allez participer à des workshops, on va vous montrer des maquettes, vous allez pouvoir donner votre avis, on va faire une application du futur et tout. Et dans le Slack, on a lancé 2-3 idées d'animation et ils ont commencé à échanger, puis on a créé des channels en plus sur d'autres sujets et commencé à se commenter entre eux, à se donner des tips, à s'entraider quand certains avaient un problème. Et là, on s'est dit, ok, bingo, je pense qu'il faut faire quelque chose at scale et pas avoir 500 utilisateurs, mais tous nos clients dessus. Donc, très rapidement, on a utilisé un tool qui s'appelle Khoros. Donc, on n'avait pas le temps de développer la plateforme. Du coup, on a pris une plateforme externe, la même qu'utilise Spotify, Google, etc. Et là, on a invité l'ensemble de nos clients. Et il se trouve que quand on a fait ça, on a fait une petite phase de bêta-test. Et là, le Covid est arrivé. Du coup, on leur a dit, un dimanche soir à 22h30, si vous avez quoi que ce soit comme question relative au Covid et à ce que nous, on veut mettre en place pour vous aider durant cette période, rendez-vous sur la communauté. Du coup, on a un petit peu saisi l'opportunité du Covid pour kickstarter notre communauté. Du coup, le soir, le site était down, c'était vraiment l'angoisse, on a vraiment été débordés. Mais du jour au lendemain, on a une communauté lancée, active. On était tous les jours avec eux pour les aider sur le Covid, comment
aider leurs patients, mettre en place la vidéoconsultation. Donc, une très belle story. Mais in fine, aujourd'hui, le site est vraiment très vivant. Et parmi les sections qu'on a à leur disposition, la plus utilisée et de loin, c'est celle où ils nous demandent des fonctionnalités. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire de la co-construction deux choses. D'une part, quelque chose d'utile pour nos équipes produits pour développer un meilleur produit. Et d'autre part, d'un point de vue marketing, communiquer largement auprès des médecins, comme quoi en fait le produit, il est fait avec eux au quotidien. Et donc utiliser vraiment l'aspect utile de la co-construction aussi dans une optique de communication et d'un point de vue marketing. Bien entendu, on balance un maximum de contenu qui peut les intéresser. On fait en sorte qu'ils aient une section pour poser des questions s'ils veulent de l'entraide. Donc si vous voulez d'autres produits de la communauté, le fait que des médecins s'aident entre eux, il y a quand même ils vont aussi moins souvent vous appeler. Donc au niveau de votre service client, ça peut aussi un peu réduire les coûts. Et c'est là, comme le disait Nadia, qu'on a certains utilisateurs, on va dire 1%, qui vont être très actifs. On va avoir 4 à 5% qui de temps en temps vont liker ou écrire un commentaire. Et ensuite, on va avoir 93% qui vont juste lire. C'est à peu près comme ça qu'aujourd'hui la communauté Doctolib se constitue. Du coup, on a tout pompé sur la meilleure boîte qui fait de la communauté dans le monde, c'est-à-dire Salesforce. Et on parle d'une communauté B2B. Donc on a parlé de B2C un petit peu avant. Là, on est vraiment sur du B2B. Donc on est sur du médecin qui ont leur propre cabinet en relation avec Doctolib. Un peu de la même manière que Salesforce, on a tout pris sur leur technique de gamification. Donc donner des badges, faire en sorte de faire gravir des rangs sur la communauté, les rewards. Donc on leur envoie de temps en temps des petits goodies, notamment les plus actifs. On les invite à des événements. On fait en sorte que on leur réponde à titre individuel. Ils ont accès à un support premium au niveau de notre service client, etc., etc. Et du coup, il y a une sorte de cercle vertueux où ces utilisateurs très actifs, vu qu'ils sont récompensés, vu qu'ils sont reconnus, vont être d'autant plus actifs, entraîner avec eux d'autres utilisateurs et au final faire vivre cette communauté presque pour vous, avec le contenu qu'ils génèrent, l'aide qu'ils prodiguent aux autres utilisateurs, cette envie de dire on a participé au produit, trop content de voir que vous m'avez écouté, que vous avez mis en place la fonctionnalité, etc. Du coup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc ça, c'était il y a 1 an et demi, on a lancé la communauté. À date, chez Doctolib, il y a 270 000 utilisateurs pro de notre solution et 200 000 ont un compte sur la communauté. Donc on a une pénétration à 75%, ce qui est beaucoup plus que ce que j'avais prévu dans le business plan initial du projet. Et ils écrivent des milliers de messages tous les mois et surtout, ils demandent beaucoup d'idées. Donc on a eu déjà 2600 idées uniques de fonctionnalités. Certaines ont plus de 2000 votes. Et donc du coup, nous, les équipes produits, parfait, elles priorisent, elles regardent quels utilisateurs ont voté, elles les invitent au bureau, ils font des workshops, ils développent la feature. Quand on dit que la feature est développée, on communique à tous qui ont mis un pouce en l'air qu'elle est sortie. Vous l'avez demandé, on l'a fait. Donc ça fait vraiment un effet waouh. C'est quoi cette boîte qui nous écoute alors que à côté de ça, ils avaient des logiciels qui ressemblent un peu à Windows 95, si vous voyez un peu quand vous allez chez votre médecin. Et là, ça fait une fracture. Écouter ses clients, travailler avec eux et mettre ça en avant, ça a été game changer dans la façon dont on travaille avec les médecins, qui, encore une fois, hein, je le rappelle, ont en moyenne 55 ans parmi nos clients. Donc, c'était un très, très bon impact. Et 2 tiers d'entre eux, du coup, tous les mois, vont visiter la communauté. Donc, ça reste vraiment une grosse plateforme pour nous. On est devenu la plus grosse communauté de médecins français, assez rapidement. Vous n'avez pas le benchmark, mais globalement, c'était des communautés qui étaient là depuis plusieurs années, certaines depuis 20 ans. Donc, très, très fier de ça. Et bien sûr, il y a plein de choses qu'on veut mettre en place pour continuer à améliorer l'engagement de cette communauté. Et ce dont ils sont le plus friands, et de loin, c'est de construire le produit avec nous. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a décidé de créer un programme d'ambassadeurs. Je vous ai parlé des utilisateurs qui étaient les plus actifs, et on a décidé de les mettre à part, de créer une petite brand qu'on a appelée les pionniers Doctolib. Donc, il y a le propre logo, la baseline qui va bien, etc. Avec comme objectif qu'ils soient participants de ce programme, avec des rewards en plus. Et au travers de ce programme, ils peuvent vraiment venir quand ils veulent au bureau. On les invite même à des réunions internes. On fait un All Hands avec les 1800 employés de Doctolib. Eh bien, il y a des médecins dedans et qui vont écouter. Et ils ont
une vision sur notre stratégie, ils sont au courant de tous nos projets, de connaître un peu l'envers du décor. Ils sont super contents de voir comment ça se passe. Ils peuvent poser des questions, etc. Et donc, ces pionniers, aujourd'hui, on en a 1500. Et en fait, ça devient le cœur du réacteur de ce qu'on peut appeler les référoles, quoi. Chez Doctolib, c'est assez simple. Il y a un médecin sur deux qui vient nous voir de lui-même. Donc, on a une assez bonne quantité tous les mois de praticiens qui demandent à avoir le logiciel. Et en fait, si je devais l'expliquer, il y a 20% qui est un peu le budget marketing, ce qu'on peut faire pour attirer des médecins, et 80% qui va être le bouche à oreille. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que se concentrer sur avoir le bon produit pour le bon marché, grâce notamment à ces pionniers et à ces co-constructeurs, eh bien, c'est clairement aujourd'hui ce cercle vertueux qui fait qu'on a de plus en plus de médecins sur la plateforme. Et honnêtement, au quotidien, non seulement c'est bien pour le business, mais aussi c'est très très fun. Parler avec ses clients, les invités, ça irradie sur toute la boîte qui a le contact avec le client, et pas juste les sales, et pas juste le service client. Et donc ça a beaucoup d'autres externalités. Je passe un petit peu les différents slides pour vous dire tout ce qu'on a appris, mais globalement, l'idée maintenant, c'est est-ce qu'on ne ferait pas passer ça au next step? Au lieu d'avoir une communauté Doctolib-centrique, pourquoi pas avoir une communauté sur la santé en général? Et donc ça donne plein de nouvelles idées. La prochaine, ça va être d'ouvrir la communauté non pas que à nos clients, mais aussi aux prospects, donc des médecins qui ne sont pas encore clients de Doctolib, pour les mettre en contact avec nos clients, parce qu'on sait que vu que nos clients sont satisfaits, ça va pouvoir échanger et potentiellement nous créer aussi un peu plus de business. Et puis globalement, ils ont envie, les médecins, d'échanger sur d'autres topics, donc on a la plateforme, donc on le fait, et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette petite histoire? Oui. Ça a marché? Ok, super. Merci, c'est hyper intéressant, c'est très inspirant. Du coup, ma question, c'est, là, vous ouvrez aux prospects. Vous l'auriez fait dès le début, de l'ouvrir aux prospects? Alors, en fait, la principale raison pour laquelle on n'a pas ouvert aux prospects, c'est juste que pour se connecter à la communauté, il faut avoir un compte de client. Donc, c'est purement technique. Si on avait pu, on l'aurait fait le jour 1. Parce que vraiment, mettre en contact tes prospects, tes clients, il n'y a rien de mieux si tu es sûr que tes clients sont satisfaits. Est-ce que les patients, c'est pas une communauté aussi? Alors, c'est un très bon point. Aujourd'hui, on s'est uniquement concentré sur les médecins. Déjà pour la simple et bonne raison que le business model de Doctolib, c'est un abonnement des médecins qui payent 129 € par mois et gratuit pour les patients. Donc, on avait d'abord un intérêt à essayer de satisfaire nos clients. Dans le futur, on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour les patients sans tomber dans le piège Doctissimo, où c'est un forum, où, pour le coup, un peu plus compliqué à maîtriser. Mais c'est une très bonne question et clairement, il faut qu'on y réfléchisse. Yes. Merci. Effectivement, je trouvais ça hyper intéressant et j'avais déjà réfléchi à ce concept de communauté sous forme de forum en fait. Et j'ai eu un peu peur de l'effet haters au début. On a tous vu ces mecs là qui postent une photo sur Instagram que après tout assez sympa et puis d'un coup il y a des mecs qui ont juste envie de critiquer. Vous avez déjà eu le cas? Comment vous l'avez géré? C'est quoi l'impact de ça sur une communauté qui démarre et qui après a 200 000 membres inscrits? Alors c'est un très bon point. La modération sur la communauté, qu'elle soit sur n'importe quel type de solution. Là, on a pris un forum parce que c'est mieux adapté pour notre cible, mais ça peut être sur Insta, sur TikTok ou ailleurs. La modération, c'est essentiel. Et donc, techniquement, on a une charte avec un règlement que tout le monde doit respecter. Et s'il le faut, ben, on supprime des posts, on écrit en privé à des médecins pour leur dire ce genre de choses, ça ne se fait pas. Et honnêtement, la communauté est en train de s'auto-réguler. Parce qu'il y a un certain moment où tu peux commencer à dire ce médecin qui est souvent là, on va le mettre modérateur. Et en fait, globalement, aujourd'hui, ça se passe très très bien. Après, on a une chance d'être sur une cible B2B qui est honnêtement au top. Ils sont vraiment incroyables. Et aussi parce que c'est leur propre nom qui est affiché. Donc, quand c'est pas derrière, ils peuvent choisir un pseudonyme, mais derrière, quand tu vas sur leur profil, tu vois que c'est docteur untel. Et donc, mine de rien, quand tu sais ça change un petit peu tout. Est-ce qu'on a une dernière question pour Nico ? On est bon. Nico, merci beaucoup pour ton témoignage, c'était top. Merci. Merci beaucoup.